Bonjour à tous et à toutes. On va aborder cette fois-ci dans cette vidéo le début du volet histoire. Commençons avec les visions des heures historiques québécoises. 1850 à 1945, c'est une vision terroiriste. C'est le Québec avec des valeurs traditionnelles. Le secteur dominant, c'était la religion. L'institution dominante, c'était l'Église puis le clergé. L'Église était omnipotente, très puissante. Elle domine dans le domaine de la santé, les syndicats, l'éducation et dans l'édition aussi. C'était l'adoption de l'idéologie de conservation. Ça veut dire une conservation des valeurs, des coutumes, etc. Qui s'exprime dans une vision manichéenne du monde. Manichéenne, ça signifie simpliste qui divise le monde en deux. C'est-à-dire c'était soit juste blanc, soit juste noir, sans nuance de gris. Avant les années 60, le discours dominant portait sur le péché, le sacrifice et Dieu. La forme du discours portait sur le texte. C'est une société réactionnaire aux valeurs dominantes, morales. Le fatalisme était central comme la solution et la responsabilité familiale. Il y avait des contraintes, des règles, un climat d'aliénation avec un sentiment d'évasion du territoire. C'était en fait un Québec rural, très axé sur la religion. Les prêtres avaient beaucoup d'influence. Les gens étaient pauvres, puis étaient nés pour un petit pain, là. De 1945 à 1960, c'était une vision aliénée du monde. Le Québec commençait à entrer dans la modernité. On assistait à une inadéquation entre la réalité moderne des Canadiens français et celle d'ailleurs. Les Canadiens français ils devaient se contenter d'un rôle de subalterne. Les patrons étaient à 80% anglais. À compétence égale, le Canadien français avait un salaire inférieur à celui des anglophones. Il y avait un grand nombre de travailleurs qui étaient obligés de travailler en anglais. Donc, à ce moment-là, les Canadiens français avaient l'impression de vivre dans un état d'aliénation, qui signifie que l'individu se sent étranger à lui-même et à la société où il était incapable de se conduire normalement, qui appartient à un autre. Fait que c'est là que ça a commencé tranquillement à bouillonner jusqu'en 1960. Et c'est là qu'en 1960 jusqu'en 1980, on tombe maintenant dans la vision révolutionnaire. Là, le secteur dominant devient, à ce moment-là, politique. L'institution dominante, c'était l'État. On assistait à un Québec moderne et révolutionnaire avec des valeurs sociales. Le gouvernement du Québec avec l'État-providence. C'était l'expansion d'une idéologie nationaliste, moderne et novatrice. Les Canadiens français s'affirment maintenant comme Québécois. Entre les années 60 et 1980, le discours dominant portait sur le pays, le Québécois et la souveraineté. La forme du discours portait sur la parole. C'était une société révolutionnaire ou de valeurs dominantes sociales. L'optimisme était central comme la mission et la responsabilité civile. Il y avait une libération des règles. Il y avait un climat d'identité nationale avec un sentiment de possession du territoire. C'était une effervescence, là. On était loin de la terre, là. On se remettait en marche. En 1980 jusqu'à aujourd'hui. Là, on tombe dans la vision économique. En fait, là, c'est le secteur dominant. Là, c'est tout ce que je vais dire là, si on le vit encore actuellement. Le secteur dominant, c'est l'économie. Notre institution dominante, c'est les banques. On est dans un Québec de consommation. Les valeurs monétaires sans valeurs éthiques. On pourrait appeler ça aussi l'ère du vide, tel qu'avait dit Gilles Lipovetsky. Vide dans le sens que une crise de valeur, que c'est un modèle commercial imposé par le secteur étant l'économie. C'est une société de mensonges, pessimiste et irresponsable. Le but, c'est le profit. C'est une culture narcissiste, superficielle, d'où elle tient une crise de sens. La direction, est incertaine. On se cherche, on n'a pas de but, sans signification. Les banques imposent leur hégémonie par le capitalisme et par la roue de consommation. Fait que le profit est important par-dessus tout. Tout est question d'argent. Tout est quantité au lieu de qualité. La mondialisation aussi, c'est la conséquence du capitalisme. Fait que l'absence de règles permet aux entreprises de s'établir à l'étranger pour le cheap labor, faire du profit. Il y a ouverture sur le monde. Il y a une nouvelle concession du temps. Le passé est oublié. Des années 80 aujourd'hui, le discours dominant porte évidemment ce que je viens de dire, le profit, le budget et le marché. La forme du discours porte sur l'image. Une société spectaculaire avec une crise des valeurs. Le pessimisme est central comme la démission et l'irresponsabilité. Il y a fin des règles.
un climat d'identité individuelle avec un sentiment d'abolition des frontières. Pourquoi j'expose les trois visions? Ben, ça montre que je pense qu'on est dû pour une autre vision. Un autre secteur dominant doit être pris en place. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de reprendre ce qui était bon dans les autres visions. Comme les valeurs morales, certaines valeurs morales de la vision terroriste, certaines valeurs éthiques et de prise de pouvoir, comme entendu dans la vision révolutionnaire. Faut savoir ce qu'on était, faut savoir maintenant où on s'en va. Parlons maintenant de l'exemple des Amérindiens. Il y a un autre exemple de démocratie à part Athènes, où ce que l'organisation était intéressante. Même encore aujourd'hui. Chez les Iroquois, presque tous les Amérindiens, ces chefs avaient le pouvoir qu'en période de guerre uniquement. Mais en période de paix, il n'y avait aucun pouvoir. Puis on va lui montrer à tous les jours qu'il n'y avait pas de pouvoir. Puis on lui faisait pas de cadeaux. C'était comme ça que ça marchait. Le chef avait beau parler, on l'ignorait puis on passait devant comme si rien n'était. Pour lui montrer que le chef, ben c'est pas le chef. En même temps. C'était particulier, mais c'est quand même une bonne façon de résister aux abus de pouvoir. Revenons maintenant à l'histoire du Québec concernant la démocratie. La Constitution de 1982 n'a pas été ratifiée par aucun gouvernement québécois. Donc, elle est illégitime au Québec. La loi de la clarté référendaire. Le Québec s'est prévenu de cette loi-là par sa propre loi 99 qui est adoptée en 2000. Ça s'appelait la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Ça, dans le fond, c'était la règle, là, le fameux 50% plus 1 qu'on parle. Puis ça affirme qu'aucun parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité, la souveraineté et la légitimité de l'Assemblée nationale, ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir. Fait que le Québec a le droit, actuellement, de se doter de sa propre constitution. Oui, même en tant que province, c'est une prérogative reconnue en droit canadien. Par exemple, si le peuple québécois voulait abolir le régime provincial, à supposer que ce soit son choix, bien important ici, la Cour suprême du Canada lui a déjà reconnu ce droit. En 2012, il y a un précédent important qui est venu renforcer en droit anglo-saxon la position juridique du Québec. C'était l'entente entre le Royaume-Uni et l'Écosse sur le référendum écossais, par lequel Londres reconnaissait qu'une majorité de 50% plus 1 en faveur de l'indépendance était suffisante pour rendre l'ordre constitutionnel britannique. Donc le droit existe puis il n'y a rien qui peut l'empêcher. Autant ici qu'ailleurs. C'est ça que ça veut dire. Fait que le peuple québécois pourrait se doter de sa propre constitution dans le code canadien actuel. Oui, puis tous les domaines reconnus comme relevant de sa juridiction dans les textes constitutionnels du Canada, principalement dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Donc, il n'y a rien, même au niveau du droit, qui empêche le peuple d'être souverain par lui-même, pour lui-même. Merci d'avoir écouté cette vidéo. À la prochaine pour davantage d'informations historiques.